Bonjour, c'est avec un plaisir un peu particulier que j'essaye de me lancer dans un exercice un peu difficile, celui de confronter les modèles aux observations. Vous reconnaissez ici quelques-uns des acteurs principaux des observations. J'espère que tout le monde trouvera sa plateforme favorite. Voilà. La première question, c'est de faire une liste, on l'a eu ce matin déjà par divers exposés, de ce que nous avons appris durant les 20 ans passés depuis la découverte de 51 Pégase. On sait que les planètes sont des objets très communs, 50 ou plus % des étoiles ont au moins une planète. On sait que les planètes de petite taille sont les plus fréquentes, mais surtout on a appris que les planètes peuvent être d'une énorme diversité en masse, en rayon, en densité, en système et en architecture. On a aussi, Michel l'a énoncé ce matin, appris que la composition chimique joue un rôle dans la formation, en tout cas, des planètes géantes. La question alors qui vient, c'est pouvons-nous expliquer toutes ces caractéristiques? Et la réponse est un peu déprimante, à mon avis. Pas vraiment. On a des idées, mais le domaine est toujours dominé par les observations. Je vais essayer, en faisant référence à quelques-uns des exposés de ce matin et de cet après-midi, de vous donner un petit aperçu, je ne peux pas tout détailler en une demi-heure, de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on nous a appris, c'est certainement que les interactions jouent un rôle essentiel. Au début, on pensait que chaque planète se formait dans sa région, évoluait dans sa région, et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On sait que les interactions entre les différents éléments du système, que ce soit le disque de gaz et de planétésimaux lui-même au début, les interactions planète-planète, étoile-disque, étoile-planète, jouent un rôle clé dans la détermination des caractéristiques émergentes du système planétaire. J'aimerais quand même faire une remarque, c'est que les planètes évoluent avec le temps. Donc les observations qu'on fait aujourd'hui, elles contraignent pas seulement la formation des planètes, mais l'ensemble des processus durant la formation et l'évolution subséquente des planètes. Donc il faut bien s'imaginer qu'il y a certaines caractéristiques qui sont acquises à la naissance, en quelque sorte, et d'autres qui sont acquises au fil des milliards d'années jusqu'au moment où on observe les planètes aujourd'hui. Dans certaines, c'est très évident, pour d'autres, ce n'est pas aussi clair. Il y a deux classes de modèles de formation des planètes. Une instabilité de disque, où la planète se forme par effondrement gravitationnel d'une partie du disque, et une autre qui est appelée l'instabilité nucléaire, où en fait les planètes forment par accrétion de corps solides, qui par la suite accrètent une enveloppe de gaz quand ils ont atteint une certaine taille. Dans le premier modèle, cette instabilité, pour des raisons physiques, de refroidissement, de masse critique, ne se passe qu'à des grandes distances, typiquement au-delà de 40 unités astronomiques. Et c'est des simulations assez difficiles qui nécessitent un transfert radiatif bien compris, des modèles à 3D, ce qui fait qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de consensus entre les différents modèles. Et surtout, il n'y a pas de prédiction quantitative de planètes qui ressortent de ces modélisations. On a des idées, on forme là par exemple sur le diapo là, le grumeau à gauche, mais quant à vous dire les caractéristiques observationnelles de cet objet après 2 milliards d'années, c'est très difficile à les calculer. Et on n'a pas non plus toute une population de planètes qui permet de comparer ces populations à celles qui sont observées. Donc en fait, la seule théorie qui permet aujourd'hui une comparaison quantitative avec les observations, c'est celle de l'instabilité nucléaire. Je vais en dire deux, trois petits mots. Vous avez la flèche du temps en bas du diapositive. Et une partie de ce temps-là est en présence de gaz, et plus tard, quand le système a évolué, le disque se dissipe et l'évolution se fait en absence de gaz. Alors on commence par des poussières. Ces poussières s'agglutinent pour former des planétésimaux qui eux-mêmes collisionnent et forment des embryons.
Ça a l'air bien comme ça, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe. La partie poussière jusqu'aux planétésimaux, il y a plusieurs barrières fondamentales. Une barrière, par exemple, vous pouvez vous imaginer, prenez 2 cailloux d'1 mètre, essayez de les coller ensemble. Ce n'est pas complètement évident parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour les maintenir ensemble dans un flot de gaz environnant. Si bien que les gens ont été très créatifs, ont inventé des méthodes pour passer outre ces points critiques, et on peut imaginer une turbulence dans le disque qui crée des vortex, qui crée des instabilités locales, qui fonctionnent comme un aspirateur de poussière et concentre la poussière dans des endroits où une instabilité gravitationnelle, cette fois au niveau des poussières, peut prendre place et former directement des embryons. Ces embryons sont immergés dans le disque et avec lequel elles interagissent gravitationnellement. Et plus l'embryon est gros, massif, plus ces interactions sont importantes. Et suivant la taille de l'embryon, on distingue différents types d'interactions. Pour les planètes très massives, les interactions sont telles qu'un sillon peut se former dans le disque et donner lieu finalement à une planète géante telle que Jupiter, en gros en 10 millions d'années. Celles qui ne croissent pas assez pour attirer 200 ou 300 masses terrestres de gaz évoluent plus lentement et deviennent des planètes telluriques qui peuvent se former sur, disons, 10 puissance 8 ans, mais elles sont soumises à l'influence des planètes géantes qui se sont formées plus tôt. Donc c'est ce système assez complexe qu'on aimerait modéliser, et la plupart de ce que je vais vous raconter commence au stade des embryons, et on regarde un petit peu comment l'ensemble se forme. Maintenant, pour comparer les modèles aux observations, il y a différentes approches. Tout d'abord, il y a les modélisateurs qui regardent un processus particulier, comme une interaction donnée, une particule, une masse dans un disque, comment est-ce qu'elle interagit avec le disque. Mais ça permet de comparer un stade à un moment donné, un temps particulier, avec les observations, qu'on n'a pas toujours, parce que les disques jeunes, les systèmes en formation sont très difficiles à observer. Ce qu'on aimerait faire, c'est d'avoir un modèle global qui permet de décrire la caractéristique d'une population émergente de planètes et comparer cette population avec celle qui est observée. Pour ça, il faut un modèle global qui vous décrit à la fois la planète, qui vous décrit les interactions entre les différents éléments du système, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et il vous faut un module qui vous explique comment le disque évolue dans le temps, puisque c'est dans ce disque que les planètes se forment. Alors, on peut regarder ce qu'il y a sous le coffre de la voiture. Ça peut venir relativement compliqué. Tous ces éléments, toutes ces interactions et tous ces feedbacks, des mécanismes de feedback qui définissent en fait l'image globale qui vient à la sortie et qui définit les caractéristiques du système. Une interaction que l'on connaît bien maintenant, c'est les interactions planète-disque qui ont été modélisées par de nombreux groupes. Vous avez ici un disque en 3 dimensions avec une vue de dessus à gauche, une vue de côté à droite, et le temps va s'écouler, et dans ce disque, il y a une planète. Au début de la simulation, la planète a une masse de 30 masses terrestres. À la fin, elle a une masse de Jupiter, donc un peu plus de 300 fois la masse terrestre, et vous avez une échelle de temps en masse en haut, quelque part. Donc je vais démarrer la simulation. Vous allez voir les différentes interactions. Ce que vous voyez là, c'est des ondes de densité aux résonances de Lindblad qui se forment et qui évoluent avec la masse de la planète. Quand la planète a une petite masse, il n'y a pas de sillon. Au fur et à mesure de l'augmentation de la masse de la planète, le sillon se creuse. Vous le voyez depuis le côté aussi, on voit bien ces résonances qui concentrent le gaz à certains endroits. Et vers la fin, quand on arrive à des planètes géantes, le sillon est très profond. Il y a essentiellement un vide entre deux. Voilà. Donc, la planète, à ce moment-là, elle est dans un sillon. La masse s'écoule sur la planète à travers ces 2 arcs que l'on voit qui rejoignent une espèce de disque, on le voit bien sur la vue de côté, dans lequel on peut imaginer former les satellites de la planète. En tout cas, les satellites réguliers.
Si on regarde ça un peu plus en détail, donc il y a ce sillon, ce gap, ici, et ces espèces de concentration de gaz, ces ondes de densité ici, elles résultent dans un potentiel qui est plus axisymétrique, donc il y a un moment de force. Du moment qu'il y a un moment de force qui s'exerce, il y a forcément une variation du moment cinétique de la planète qui se transforme en une migration. Cette migration peut être vers l'extérieur, peut être vers l'intérieur. Elle est déterminée par le moment total qui est la somme de toutes les interactions sur ce disque. Il y a certaines de ces résonances donnent lieu à une migration vers l'intérieur, certaines, celle de la corrotation par exemple, peut donner une migration vers l'extérieur. C'est l'ensemble, la somme totale, qui détermine le mouvement final. En gros, il est souvent vers l'intérieur. Et là, on a le disque autour de la planète. Maintenant, ce qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est que la thermodynamique et la structure du disque déterminent l'ampleur et même la direction de la migration. On a ici deux formes deux disques différents. En abscisse, vous avez la distance à l'étoile, en ordonnée, la masse de la planète, et les différentes couleurs sont ce couple de forces exercées sur la planète. Et puis vous voyez qu'il y a des régions où la migration se fait vers l'intérieur et il y a des régions où la migration se fait vers l'extérieur. Et ces régions-là dépendent de la structure du disque. Et par exemple, un disque irradié qui est plus chaud qu'un disque plus froid non irradié a des régions différentes où la planète peut migrer vers l'extérieur ou migrer vers l'intérieur. Donc, si vous voulez vraiment modéliser ces interactions, il faut être capable de modéliser un disque en multi-D et d'avoir sa thermodynamique correctement modélisée. Donc, c'est en gros, voilà, la structure du disque est très importante dans ce cas-là. Dans ce modèle global, on essaye de mettre tout ça ensemble. Vous avez ici des tracés de formation, des planètes, il y a un compteur, une échelle de temps qui s'écoule en haut en millions d'années. Et vous allez voir apparaître des planètes et croître. Chaque planète est suivie, chaque embryon est suivi ici pendant la formation. Et vous voyez ce diagramme, distance à l'étoile, masse de la planète se remplir au fil du temps. Et vous voyez des planètes qui oscillent comme ça, c'est parce que c'est des systèmes planétaires, c'est des planètes qui sont en interaction avec d'autres planètes dans le même système. Et donc, vous avez gentiment un diagramme comme ça qui se remplit de planètes. On peut passer à la fin, ici, à la fin de la simulation. Vous avez ici un diagramme qui vous montre l'ensemble des possibilités, tout le genre de planètes qui résultent de ces formations de planètes. Et la couleur ici représente la fraction de planétésimaux rocheux qui sont accrétés par la planète. Donc, la diversité que l'on observe des planètes, elle est reproduite par les modèles. Maintenant, il n'y a pas une correspondance 1-1. Mais le fait qu'il y a des petites planètes, des grosses planètes qui sont proches, qui sont lointaines, etc., cette diversité, elle est là, et elle résulte de la diversité des structures, des conditions initiales. Les disques protoplanétaires sont différents les uns des autres, ils ont une distribution de masse, ils ont une distribution de composition chimique, etc., et de l'évolution stochastique des systèmes, quand vous avez un système de planètes qui interagissent entre elles. Donc ça, c'est ça. Maintenant, on peut faire une fonction des masses, on peut regarder comment le nombre de planètes d'une masse donnée. Vous avez ici ce qui sort de ces simulations, les planètes synthétiques en fonction de la masse. En masse terrestre, vous avez la fraction. Et on peut comparer ça, première confrontation, avec les planètes observées, un papier de Michel Mayor en 2011, où vous avez les planètes observées, ensuite celles corrigées par les biais de détection. Et puis voilà, et puis maintenant on peut s'estimer satisfait ou pas de la comparaison. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'il y a un moment donné où le nombre de planètes, il y a une masse à partir de laquelle le nombre de planètes augmente très rapidement. Et ça, c'est une prédiction, une caractéristique claire
de cette instabilité nucléaire où quand le noyau atteint une masse critique, il accrète très rapidement de grosses quantités de gaz. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les planètes, les cœurs restent petits, c'est tous celles qui n'ont pas réussi à atteindre une masse critique. La distribution des excentricités, il faut aussi montrer des choses qui marchent un peu moins bien. Voilà la population des planètes observées. Vous avez la valeur médiane, les quartiles et les valeurs extrêmes des excentricités, le 0,93 ou 93 dont Jacques a parlé tout à l'heure. Si vous prenez le modèle standard que je vous ai montré tout à l'heure, voilà ce que ça produit comme excentricité des objets à la fin de la formation ou même après 100 millions d'années, pour tenir compte des interactions qui suivent. C'est clair que ces excentricités-là ne reproduisent pas la distribution des excentricités observées. Donc il y a un problème de dynamique. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour augmenter? Donc on peut modifier le modèle. Et vous avez ici un modèle qui a été modifié de manière un peu subtile, qui permet d'améliorer la distribution des excentricités. Et chose intéressante, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la dissipation due à l'interaction avec le disque. Donc on a diminué de manière complètement artificielle l'atténuation de l'excentricité qui se forme dans le disque pour garder un caractère dynamique au système et pas de les avoir à des excentricités les plus petites. Donc on voit, disons, ces comparaisons, c'est là qu'on peut mettre des contraintes sur les modèles de formation, des contraintes statistiques et pas des systèmes individuels. Une autre observable, c'est pour les systèmes pour lesquels on connaît à la fois la masse, donc mesurée par les vitesses radiales, et le rayon, mesuré par les transits. Un diagramme masse-rayon. De nouveau, pour les petites masses, ici, on voit que, suivant la composition interne de la planète, on a différentes courbes ici. On voit pour la Terre, la première ligne blanche en bas. Ensuite, si on ajoute 1% d'hydrogène d'hélium à la surface de la Terre, ça donne le premier pointillé, etc. Après, une courbe en trétillé en dessus, 50% H2O, ça c'est quand il y a 50% d'eau. 100% d'H2O, c'est une planète faite 100% de glace. Et on voit qu'il y a un certain nombre de combinaisons qui donnent la même masse et rayon. Et ça, c'est un des grands problèmes pour déterminer les structures internes. Je peux vous montrer un exemple plus quantitatif ici. Simplement, si vous imaginez que vous connaissez la masse et le rayon de la Terre. C'est une planète qu'on connaît bien, on connaît même sa structure interne. On ne connaîtra jamais une autre planète avec autant de précision. Et on connaît la masse et le rayon à 1% de précision. C'est une précision qu'on n'obtiendra jamais sur les exoplanètes, ou très difficilement. Et c'est tout ce que vous connaissez. Vous essayez, en utilisant les équations d'état et autres modèles, de reproduire la structure interne de la Terre à partir de la connaissance de la masse et du rayon. Et vous voyez que systématiquement, vous allez sous-estimer le rayon du corps de fer à l'intérieur de la Terre. Si vous ajoutez comme contrainte observationnelle les rapports d'éléments réfractaires tels que vous pouvez les observer dans la photosphère solaire, c'est-à-dire par exemple ici, magnésium, silicium et silicium-fer. Voilà, en ajoutant ces contraintes dans ces méthodes d'inversion, on peut obtenir quelque chose qui donne un rayon du corps nettement plus proche de la réalité, qui est la barre violette là. Gilles a l'air de douter, mais on en discutera. Encore une fois, pour ce qui est de la structure interne et de la composition interne d'une planète, elle va être déterminée parce que la planète est capable d'accréter durant sa formation. La masse qu'elle accrète dépend de l'endroit où elle se trouve. Comme elle migre durant le disque, elle va se trouver à beaucoup d'endroits et la masse accrétée à chaque endroit va dépendre du temps qu'elle y passe. Donc la planète, à la fin, c'est un amalgame de matière
qui a été accrétée à différents endroits dans le disque. Donc, on peut imaginer que si elle se forme préférentiellement proche du Soleil, elle va accréter plus de roches et d'éléments réfractaires. Si elle se forme en majeure partie à l'extérieur ou loin du Soleil, elle aura plutôt des glaces. Vous avez ici la courbe de condensation des glaces pour différents disques de masses différentes. Ce n'est pas important quelle masse ils ont, mais simplement l'endroit où la glace peut se condenser dans un disque dépend de la température. La température dépend de la dissipation interne du disque, et cette dissipation interne du disque dépend de la masse du disque. Donc il y a un feedback de nouveau, et plus le disque est massif, plus il est chaud, et donc la ligne des glaces se déplace vers l'extérieur. Donc maintenant, vous imaginez une planète qui migre là à travers dans des disques de différentes masses, elle va accréter une quantité de glace qui va être différente suivant la masse du disque. Non seulement de la masse du disque, mais aussi du reste de sa thermodynamique, de sa structure thermodynamique, qui en plus est donnée par l'irradiation de l'étoile. Donc ça dépend encore de si le disque est irradié, comment il est irradié, etc. Vous avez de nouveau ici en différentes couleurs pour deux modèles avec et sans irradiation, la masse des réfractaires sur la masse totale pour les différentes planètes, et on voit que suivant quel disque, quelle irradiation, on trouve différentes compositions. Et encore, ça c'est une population. Ces populations sont générées en tirant les conditions initiales par une méthode de Monte-Carlo, donc au hasard. Donc on a des disques de toutes sortes de masses qui sont tirés d'une distribution des masses qui provient des observations. Donc voilà, on essaye de reproduire cette diversité en partant de la diversité des conditions initiales. Bien, on a la masse, on a la composition de l'objet, puisque c'est du travail théorique, on a le rayon, je peux calculer la densité moyenne. Il y a un diagramme, masse de l'objet, densité moyenne, et puis vous avez les deux courbes indicatives pour une boule de glace ou une boule de roche, etc. On peut déjà mettre les observations, ça c'est les observations de planètes où les barres d'erreur ne sont pas trop grandes. Il y a beaucoup d'observations où les barres d'erreur, soit sur la masse, soit sur le rayon, sont telles qu'on ne peut vraiment pas en dire grand-chose. Donc j'ai choisi celle dont l'erreur était plus petite que 50% de la valeur de soit la masse, soit de la densité. Donc voilà les observations. Je peux y superposer une population synthétique à 100 millions d'années. Voilà toutes ces densités moyennes de ces planètes. On retrouve cette grande dispersion pour les petites masses qui vient du fait que les corps solides ont une densité moyenne qui va dépendre de ce qu'elles ont accrété. Après, pour les étoiles, pour les objets dominés par l'enveloppe de gaz, la structure est beaucoup plus simple. Ça, c'est à 100 millions d'années, mais les objets évoluent dans le temps. Ça, c'est à 1 milliard d'années, et ça, c'est à 10 milliards d'années. Donc, qu'est-ce qui se passe? La population vieillit, elle rayonne, elle se refroidit, les enveloppes diminuent de rayon, la densité moyenne augmente. C'est pour ça que la courbe monte ici. Et voilà, il y a des objets qui sortent un peu de la corrélation ici. Ça, c'est ces objets, ces Jupiter chauds qui ont un rayon beaucoup plus grand qu'ils ne devraient avoir. Vous avez ici des objets dont l'atmosphère s'est soit évaporée, soit des objets qui n'ont jamais réussi à accréter une atmosphère importante. Donc il y a plusieurs manières d'essayer d'interpréter ça avec ces observations. Mais vous voyez que dans l'ensemble, en tout cas, le nuage de points, il y a des exceptions notables, mais le nuage de modèles, les observations sont bien décrites par ces observations. J'en viens aux planètes à grande distance, celles de prédilection pour l'imagerie directe. Alors, pour comprendre pourquoi c'est un problème pour ce modèle de formation théorique de trouver des planètes à grande distance, je vais essayer de vous expliquer ce diagramme. Dans le diagramme d'en bas, vous avez, en fonction de la distance à l'étoile, en unité astronomique, la masse d'isolement, c'est-à-dire la masse de solide dans le disque
qu'on est capable d'accréter sans brasser les orbites, sans effet dynamique, sans augmenter les excentricités. Vous avez ceci, ici, et donc c'est la masse du cœur d'un objet isolé que vous pouvez accréter en fonction de la distance. Plus vous allez loin de l'étoile, plus cette masse devient importante, parce que la masse dans un disque est à l'extérieur. Par contre, l'horloge, la vitesse à laquelle les cœurs croissent, est donnée par la vitesse de rotation. Plus on va loin, plus la période orbitale est grande, et donc plus le temps caractéristique devient long. Parce que pour une collision, il faut 2 orbites qui se croisent, et puis ça se croise qu'une fois par orbite. Plus l'orbite est longue, plus les chances de se croiser et de coaguler sont faibles. Donc ça prend du temps. D'un autre côté, pour faire une planète géante, il faut accréter une enveloppe de gaz, et pour accréter du gaz, il faut pouvoir rayonner l'énergie gravitationnelle d'accrétion, qui, elle, varie inversement avec la masse de l'objet. Plus le cœur est gros, plus on peut rayonner rapidement. Et donc, le temps caractéristique pour former une planète géante, elle est donnée par cette parabole ou quelque chose comme ça. C'est le temps de formation. Il vous faut à la fois le temps pour accréter le cœur caractéristique et il vous faut le temps de rayonner l'énergie gravitationnelle. Donc, voyez où on peut former, par instabilité nucléée, des cœurs relativement massifs. Le problème, c'est que après quelques millions d'années, le disque de gaz disparaît. Donc, on n'a plus de gaz pour former un Jupiter, donc c'est fini, il faut le faire avant. Donc, dans le fond, le modèle d'instabilité nucléaire nous dit simplement qu'au-delà de 10 AE, ça devient extrêmement difficile de former des planètes géantes. Donc c'est vrai que le fait que l'imagerie directe trouve des 15 Jupiters, 20 Jupiters à 60 AU, 50 AU, pour ce modèle de formation, c'est un problème. Donc, il faut, comme toujours, trouver des extensions au modèle qui font que c'est possible, ou voir si c'est possible. Un exemple, c'est... C'est deux populations ici, vous ne voyez pas parce qu'il y a une lettre grecque, tau, qui a disparu en haut, tau EI. C'est le temps caractéristique d'atténuation de l'excentricité par le disque. Les modèles numériques, ces interactions 3D, je vous ai montré ces simulations, contraignent assez bien la migration. C'est plus difficile de calculer comment varie l'excentricité ou l'inclinaison grâce à ces modèles. Donc, là, on a à gauche le modèle caractéristique, à droite un modèle où on a supprimé ou rendu moins important l'atténuation de la densité. Donc les systèmes restent plus excentriques durant la formation. Et vous pouvez faire de la statistique. Le nombre de planètes à grande distance, dans les petites masses, on a doublé principalement. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour les grandes masses, on arrive à peu près 6% d'objets, vous voyez, à 100 AU, qui ont des masses de 1000 fois la masse de la Terre. Donc on arrive par ce modèle, par l'éjection des planètes, si leur excentricité n'est pas autant diminuée que la théorie semble dire, on arriverait à populer les régions externes des systèmes planétaires. Il y a une autre méthode. Donc, l'existence de cette population de planètes massives à large distance nous dit quelque chose, soit sur l'interaction disque-planète, soit sur un autre mécanisme qui concerne l'accrétion de cœurs sous forme de petits cailloux, pas de planétésimaux, mais des galets, si vous voulez. Il y a des modèles, les nouveaux modèles, c'est des pebbles, ils appellent ça en anglais. Ça, c'est le fameux système HR8799. Vous avez ces 4 planètes qu'on a vues, et vous avez ici, en fonction du temps, la masse du cœur, et les 4 points ici, c'est les masses de cœur obtenues par ce modèle d'accrétion de galets. Et vous voyez qu'en fait, en quelques millions d'années, en moins de 3 millions d'années, on arrive à accréter un cœur suffisamment grand pour attirer après une masse importante de gaz sur le cœur. Donc il faut s'imaginer, une alternative de cette formation, c'est vous avez des petits galets qui se promènent dans le système et c'est ça qui vous forme les planètes.
La raison pour laquelle est simple, c'est que ces petits galets interagissent beaucoup plus avec le gaz environnant, et donc il y a une force de friction sur ces galets qui les amène sur les planètes. Voilà, j'en suis au dernier diapositive. Ici, vous avez ici un système avec une planète au hasard, 51 Peg B, plus les planètes du système solaire, le toutes plus ou moins à l'échelle. Et disons, on a ces planètes-là, les planètes proches de leur Soleil, qui peuvent être étudiées par les transits ou les vitesses radiales. De l'autre côté, on a l'imagerie directe, les lentilles gravitationnelles et peut-être l'astrométrie ici qui nous pousse depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et comme de malchance, évidemment, la région la plus intéressante, c'est aussi la région la plus difficile à accéder observationnellement. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est une approche qui combine les techniques et qui est multi-longueur d'onde en même temps, qui permettra finalement d'obtenir une image de ce qui se passe dans la zone habitable d'une étoile telle que le Soleil. Je vous remercie de votre attention. Des questions? Jean? Une question qui m'est chère et je n'ai pas trouvé d'article là-dessus. Est-ce qu'il y a des scénarios de formation plausibles pour des étoiles géantes binaires? Un Jupiter binaire comme Pluton-Charon? Pour les systèmes, des planètes binaires? Oui, oui. Pas des planètes autour d'un système binaire, c'est des planètes binaires. Des planètes binaires, oui. Un Jupiter binaire comme le couple Pluton-Charon. Moi, je ne connais pas de description non plus, de modèle convaincant d'un système tel que Platon-Charon. Moi, je dirais la seule chose qu'on pourrait dire, c'est par analogie de la Terre et de la Lune. C'est aussi un système avec un satellite qui est gros par rapport à la planète principale. Donc je sais que les gens ont proposé qu'il y a eu un impact géant du genre formation de la Lune, mais je n'ai jamais vu beaucoup d'études à ce sujet. Là, dans l'exemple où tu montrais que vous arrivez à peupler les grandes distances orbitales avec des planètes géantes, dans le premier exemple, il me semble, si j'ai bien compris, qu'on va avoir là, dans ce cas-là, des orbites assez excentriques. S'il y a eu ce... Pas nécessairement, parce que cette éjection, elle se situe au moment de la formation. Donc on a toujours encore un disque, on a toujours des planétésimaux, même à grande distance, on a toujours du gaz, et après on n'a pas regardé ce qui se passait avec l'excentricité, mais s'il y a assez de matière et assez de gaz et d'excentricité, ça se passe dans les premiers millions d'années, donc le disque est encore là. S'il y a assez de matière, ça peut circulariser l'orbite. Justement, je prends juste un instant la parole. Dans les modèles là, que tu as montrés de Mordassini, le gaz, il le fait durer jusqu'à combien de temps? Parce que ça, c'est un paramètre qui est assez important, en fait. Oui, alors, disons, le temps de vie de ces disques est en moyenne donné par les observations. C'est typiquement une décroissance qui fait... C'était Aich et puis les autres qui montrent la proportion de disques avec un excès infrarouge en fonction de l'âge. Et donc, c'est une diminution lente du nombre de disques du nombre d'étoiles jeunes qui ont encore un disque, qui disparaît après 5 millions d'années, typiquement. Voilà, oui. Oui, tu as montré la formation, la courbe qui montrait la taille des cœurs en fonction de la distance, sans trop d'interaction entre les cœurs. Mais ça, c'est pour un profil de densité donné du disque. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on connaît sur ces profils de densité? Alors, est-ce que tu supposes que c'est parfaitement connu et que tous les disques vont avoir le même profil de densité? Non. Non. Pendant très longtemps, il y avait une loi canonique en R puissance moins 3,5
pour la densité de surface de ces disques. Après, des gens ont argumenté que c'était plutôt -1. Donc il y a différents profils observés. Déjà, il y a... j'ai oublié le papier maintenant. Mais il y a plusieurs... C'est plutôt vers -1 la pente. Tu dis la pente... Sigma en fonction... Non. Alors, il y a deux choses. Il y a les conditions initiales, et puis ensuite, il y a l'évolution temporelle. L'évolution temporelle, dans ces modèles que je vous ai montrés, se fait via un modèle de disque alpha. Donc, on calcule... c'est une intégration d'un système d'équations différentielles qui calcule l'évolution d'un disque en utilisant le modèle alpha, où c'est simplement une dissipation visqueuse avec une viscosité alpha qui paramétrise la turbulence dans le disque qu'on ne connaît pas. Donc voilà, ça c'est une évolution, et le alpha, donc la dissipation visqueuse, est un paramètre libre qui est ajusté de manière à donner les bons temps de vie au disque. Donc il y a la condition initiale qui est prise aussi bien que possible des observations qui nous donnent un profil de disque, et puis ensuite l'évolution temporelle de ce disque est calculée en utilisant les équations d'un disque alpha. Oh, Daniel? Oui, tu as montré donc que les modèles arrivent à reproduire une grande diversité. Tu as dit, c'est normal puisqu'il y a une grande diversité aussi des conditions initiales. Mais comment ces conditions initiales elles-mêmes sont contraintes et qu'est-ce qui assure finalement la validité de ces conditions initiales? Est-ce que c'est juste le choix de l'opérateur qui donne un domaine de façon un peu arbitraire ou pas? J'imagine que non. J'ai dit que c'était un exercice périlleux. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont contraints par les observations. Par exemple, on connaît la distribution en métallicité des étoiles du voisinage solaire. Donc on peut utiliser la distribution en éléments lourds de ces étoiles dans le disque. On connaît la distribution, ou en tout cas, elle n'est pas complètement indépendante des modèles, mais les gens ont calculé la distribution de masse des disques jeunes autour. Donc on a une idée de la distribution des masses des disques. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont connus des observations. Il y a des distributions qui ont été mesurées et on peut tirer les valeurs des conditions initiales avec une loi de probabilité qui dérive de ces distributions connues mesurées. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a des paramètres qu'on ne connaît pas. Par exemple, c'est où est-ce qu'on met les embryons. Alors là, on peut les mettre à un certain nombre d'endroits. Il y a des raisonnements théoriques qui font qu'on les mettra là plutôt qu'ailleurs. Mais ça, on n'a pas d'observation. Maintenant, on peut imaginer, et il y a les premiers résultats d'ALMA qui nous montrent des photos, des images de disques. On aura une bien meilleure connaissance des disques protoplanétaires dans les années qui viennent grâce à ALMA. Et donc, on va pouvoir contraindre ces conditions initiales de mieux en mieux.